Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. Jacques a 74 ans, c'est le patron de mon cousin. Après une longue carrière dans le monde du transport, il travaille encore en tant que gérant et consultant dans ce secteur. Divorcé à 2 reprises, Jacques vit avec sa compagne à Puteaux, à quelques centaines de mètres de la Seine et du quartier d'affaires de la Défense. C'est ici qu'il m'a donné rendez-vous, dans un grand appartement d'une belle résidence en plein centre-ville. Jacques appartient au cluster des identitaires, un groupe marqué par la radicalité sur les enjeux qui touchent aux questions d'identité et d'immigration. Les identitaires sont à la fois les plus opposés à l'immigration, les plus hostiles à l'islam et les plus conservateurs sur les questions sociétales. Sur les enjeux économiques, les identitaires s'inscrivent sur les positions traditionnelles du libéralisme et de la droite française. Bien qu'ils soient très critiques sur les évolutions de la société et de la classe politique, les identitaires sont pro-ordre et méfiants face à des solutions trop radicales. Au premier tour de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête dans ce cluster avec 44% des suffrages, devançant Éric Zemmour qui a réuni de son côté 28% des voix au sein de ce groupe. Ouais. Jacques, je voulais te demander d'abord, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né, et que faisaient tes parents, qu'est-ce que faisait ta famille ? Alors, j'ai grandi en région parisienne, dans le 94, entre autres. Mon père était dans les transports internationaux. Ma mère était à la maison. Nous étions une famille de 4 enfants. Il y a eu un divorce. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 14 ans, je poursuivais mes études. Au moment de la rupture entre mon père et ma mère, les 2 petits sont restés avec ma mère et mon frère, c'est-à-dire moi le 1 et le 2, nous sommes partis vivre avec mon père et ma belle-mère. On a eu l'occasion de rencontrer des gens de tous horizons, surtout des anglo-saxons, puisque et mon père et ma belle-mère étaient impliqués dans le transport international. Ma belle-mère dans une compagnie aérienne, mon père d'abord dans une compagnie aérienne, ensuite chez un transitaire international. Et dans quel quartier est-ce que tu vivais à Paris à ce moment-là ? D'abord dans le 18e, ensuite au but de Chaumont. Il y a une question que je pose toujours aux personnes que j'interroge, c'est est-ce que tu considères que tu as une enfance plutôt heureuse ou plutôt malheureuse ? Comment est-ce que tu peux la définir ? Plutôt heureuse, avec un père assez rigide sur les grands principes d'éducation, sur la tenue vestimentaire, sur la manière de se tenir dans la société. Ni mon frère ni moi-même n'avons souffert, je peux pas dire ça. T'as grandi dans un milieu plutôt privilégié, de ce que j'entends ? Oui, absolument. Ouais. Enfin, on roulait pas sur l'or, mais ça allait très bien. On partait en vacances, on partait en week-end. Les vacances, par exemple, quand vous étiez jeune, ado, vous alliez où avec les parents, ils vous emmenaient où ? Ah bah nous, de toute façon, avec mon père, il n'y avait pas le choix. C'était ou la Lozère. Donc l'été comme l'hiver. Non, l'été, c'était Comment est-ce que ça s'est passé le parcours scolaire, l'école, le collège, le lycée ? J'ai été poursuivi par les études jusqu'au bac philo que j'ai eu. Ensuite, je suis allé en école spécialisée dans l'obtention de diplômes anglo-saxons. Mais dans l'intervalle, grâce aux relations de mon père, mon frère et moi participaient à des trainings dans une société de transports internationaux. On travaillait à l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant. On avait des stages bien rémunérés. Et on s'est frotté à tous les aspects du métier de transitaire international, voilà. Oui, donc du coup, ça s'est fait assez vite. Tu dirais que tu t'es inscrit dans les pas de tes parents ?
Bon, une fois que j'ai eu terminé mes études, je voulais faire l'école hôtelière de Lausanne, j'avais été reçu, mais le patron de la société où nous faisions nos stages, un Anglais, a insisté pour que je ne devienne pas il m'a dit ça comme ça, il m'a dit: Jacques, tu veux pas faire un larbin quand même. Je lui ai dit: écoutez, monsieur Walker, moi je veux être directeur d'hôtel. Il m'a dit: non, tu vas rester avec moi, tu parles pas trop mal anglais, mais néanmoins, tu vas aller faire un stage à Londres, chez Wingate, pendant pratiquement un an, et tu reviendras, ce que j'ai fait. Et l'armée, du coup, où est-ce que ça s'est fait? Dans l'infanterie de marine au Mans, ouais. Et j'étais secrétaire du commandant-major, donc j'ai passé un service militaire dont je garde d'excellents souvenirs. C'est une carrière qui aurait pu t'intéresser, la carrière militaire? Non, je ne crois pas, non. Non, pas du tout. Encore que moi je reconnais des tas de qualités à l'armée, notamment c'est discipliné, ça se passe bien. Globalement, l'armée, c'est une excellente expérience. Pour moi, ça m'a appris d'abord à slalomer, parce qu'il faut slalomer à l'armée. Il faut pas se taper la tête contre les murs, contre l'autorité, parce que on est immanquablement perdant. Donc la combine, si je veux dire, c'est d'essayer de trouver la porte qui va vous faire passer de l'autre côté du mur. Et même encore maintenant, tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai appris à avaler du sirop de couleuvre pour arriver quelque part à mes fins. Donc après l'armée, tu commences à travailler? Je commence à travailler plein pot chez Wingate et Johnston, et je me fâche aussitôt après, juste avant de me marier. Je me fâche avec le directeur commercial, je démissionne et je me fais chasser par une petite société qui démarrait dans l'international, le grand international, et là je deviens commercial. Voilà, je deviens commercial. J'ai été expatrié dans la 73, 6 ans à New York quand même. Hein. Et j'entretenais le réseau de correspondants que nous avions dans tous les États-Unis. Bon, après je suis rentré en France. J'étais marié mais j'ai divorcé. Je suis devenu responsable de zone Amérique Nord. Je suis devenu directeur commercial. Je suis devenu directeur général. Une dizaine de cadres et mon président, on a fait un LMBO. On a été racheté par Bolloré. C'est dans les années 92. Ouais. Et petit à petit, comme il y avait 3 ou 4 boîtes qui battaient le même pavillon sous un nom différent, on a décidé de se regrouper en une seule entité, SDV, et là je suis devenu patron de l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal, plus la gestion de tous nos agents tiers. Voilà. Tu étais actionnaire de la société quand vous avez monté le... Ouais, le LMO, oui. Okay. Ouais. Donc là, j'imagine que quand vous êtes fait racheter par Bolloré, financièrement, ça a été une opération intéressante. Absolument, oui. T'as beaucoup voyagé, je me disais, parce que t'as fait un parcours du coup en étant souvent en plus chef de filiale. J'ai énormément voyagé, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Asie, Afrique, pas tellement en Europe de l'Est, hein, pratiquement pas. Le bassin méditerranéen, bien sûr. J'ai beaucoup voyagé. Donc là aujourd'hui, ta situation, donc t'es retraité? Je suis retraité, mais je suis président de société. C'est de la logistique et de la distribution locale France. Et ça, c'est un métier avec des pratiques ou des coutumes que je maîtrise pas. Donc j'écoute beaucoup, je vois les gens travailler, j'essaye de voir là où ça fonctionne bien, là où ça pourrait aller mieux, et il y a de la marge. Hein. Tu pourrais arrêter de travailler, en fait. Ah oui. T'as pas envie... Non, mais moi je suis comme les requins. Si j'arrête de nager, je meurs. Et du coup, tu m'as dit que tu avais divorcé plusieurs fois. Est-ce que tu as eu plusieurs enfants? J'ai eu un garçon avec ma première épouse, une fille avec ma deuxième épouse, et là, avec mon épouse actuelle, on est périmé, là. On passe à la partie politique. Je voudrais que est-ce que toi, tu pourrais te définir politiquement? Moi, je veux tout simplement que les lois qui régissent notre pays soient respectées. J'aimerais
que nos politiques se conduisent correctement, d'accord, ceux qui ne font pas. Ils se livrent à des compromissions pour être élus qui me dégoûtent, le clientélisme. Non, moi j'ai pas de parti politique. Je veux simplement que dans mon pays, les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale soient respectées, que la justice soit respectée, que la police soit respectée, que moi en tant que citoyen, je puisse sortir dans la rue sans me faire agresser. Les gens que j'ai interviewés, parce que j'ai interviewé des gens de tous les horizons, il y en a des fois qui me disent, moi je me sens ni de droite ni de gauche, moi je me sens de droite, moi je me sens de gauche, moi je me sens très à gauche, je me sens très à droite. Est-ce que tu pourrais te définir sur ce clivage gauche-droite? Ah oui, je suis plutôt à droite qu'à gauche, puisque pour moi la gauche, c'est le laxisme et c'est la permissivité. Donc sous couvert d'humanisme. Sous couvert d'humanisme, en occultant complètement la véritable nature de l'être humain. Donc pour moi, c'est une erreur. L'être humain ne respecte qu'une chose, c'est, en anglais ça s'appelle the fear of God, la crainte de Dieu. La crainte de la sanction. La sanction, elle peut être positive ou négative. Donc du coup, oui, alors ça t'amène plutôt sur un positionnement de droite. Ah bah bien sûr. Donc t'es en âge de voter depuis plus d'une cinquantaine d'années. Est-ce que t'as toujours voté déjà? Ah oui, toujours. Toujours? Ah, toujours. Et t'as toujours voté, donc? À droite et à l'extrême droite. Le vote, tu votes à toutes les élections? Ah oui. Que ce soit locales, à toutes les élections. Ouais, départementales, tout ça. Absolument. T'as voté, du coup, au présidentiel, j'imagine, pour Giscard contre Mitterrand à l'époque? Ah oui. Ah mais moi, j'ai pleuré, moi. Là, quand je vois la tronche, j'ai pleuré. Ensuite, je suis parti derrière, j'avais un voyage à faire au Canada, où j'avais des copains clients. Ils venaient du Maroc, mais c'était des plus ou moins français, et qui se sont félicités que c'était. Mais je me suis fâché avec eux. Je leur ai dit de quoi vous parlez là? Vous vivez au Canada, vous êtes expatrié, vous faites plein de pognon, et vous êtes en train de m'expliquer à moi que Mitterrand il va faire mon bonheur. Mais fermez vos gueules. Et comment tu les as vécues alors ces 14 années de Mitterrand? J'ai jamais gagné autant d'argent. Bizarrement, sans le vouloir. Tout était facile. Tout s'achetait, tout se vendait. C'était, je sais pas comment ils faisaient, mais c'était, même dans nos affaires à nous de transports internationaux, c'était facile. Donc bon, par contre, du coup, tu votes toujours à droite. Donc j'imagine après il y a Chirac qui se présente contre Jospin. J'imagine tu votes Chirac. Chirac, Le Pen en 2002. Le Pen. Ah oui, parce que le grand il est gentil, mais c'est un touriste. En plus, il a rien fait sur les sujets qui me préoccupaient. 2007, Sarkozy, Ségolène Royal. Il n'y a même pas été au deuxième tour. Et après, donc c'est Sarkozy-Hollande en 2012. Ah, Sarkozy. Et donc on arrive en 2017, c'est Macron, son premier mandat, contre Marine Le Pen. Marine Le Pen, j'ai voté. Marine Le Pen. Du coup, alors là, 2022, c'est passé, c'était il y a un mois, les élections. Est-ce que au premier tour, tu te rappelles de ton vote, là, il y a un mois et demi? Pour la présidentielle? Ouais. Ah ben, Marine. Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui auraient pu voter pour Éric Zemmour? Oui. Comment s'est fait ton choix? Parce que Zemmour, c'est un bon... Bon, il y a une partie de ce qu'il professe mais ça tient pas la route, son histoire. Parce que le programme, il peut pas être basé que sur sur un seul focus, il peut pas être basé sur l'immigration, sur les islamistes, de la même manière, pour être tout à fait franc, que j'ai voté Marine Le Pen là, au premier, mais son programme économique, il tient pas la route, enfin, faut être clair. Est-ce que tu considères que Macron tient la route économiquement? Tu me dis que Marine Le Pen et Zemmour... Économiquement, oui. Sur le reste, de manière sociétale, il touche pas une bille, le mec. Attends, franchement, il a les résultats de son élection, d'accord? Il a plus de, je sais plus combien de pourcents, qu'ont voté Marine Le Pen. La première chose qu'il fait, c'est de nommer à l'éducation nationale un mec, un pur produit du woke américain, mais il se fout de ma gueule, le mec, là. Moi, je peux, avec ce que je viens de te raconter, je peux absolument pas voter pour un mec comme ça. Donc toi, tu m'as dit tout à l'heure, là, tu votes plutôt... En fait, c'est aussi un vote de protestation, le fait de voter pour Marine Le Pen. Ah oui, tout à fait. C'est pas forcément un vote d'adhésion. Non, c'est pas... Non, c'est de la protestation pure et dure. On a zappé sur un nom quand même qui a été important pour la droite, c'est Nicolas Sarkozy.
Est-ce que c'est quelqu'un, Nicolas Sarkozy, que t'as apprécié en tant que personnalité? Ah oui, moi j'aime bien le petit Nico, oui, j'aime bien. Ben, c'est pareil, il a pas fait grand-chose, il a pas fait la moitié de ce qu'il avait dit, comme tous les hommes politiques d'ailleurs. C'est comme aller chez le garagiste, le mec qui regarde ta voiture, il te dit à vide nez ça va vous coûter tant, mais à la finale c'est le double. Donc il faut être courageux pour faire de la politique, ça je ne le nie pas, mais ce sont des putes. Ce sont des putes. Ils sont prêts à tout pour rester dans le gâteau. Je voulais un peu rapidement parler des candidats là, qu'il y avait eu à la présidentielle cette année là. Valérie Pécresse par exemple, qui était la candidate qui représentait les LR. Non, inodore et sans saveur. Ouais, tu pouvais pas voter pour elle. Ah non. Tu m'as dit tout à l'heure Yannick Jadot. Ah non, mais les utopistes là, non, je peux pas voter pour des gens comme ça. Ils sont complètement à côté de la plaque. En plus de ça, l'écologie, moi je suis un écologiste. Mais se servir de l'écologie pour faire de la politique, je dis non. Anne Hidalgo. Cette pauvre femme, cet apparatchik qui n'a jamais travaillé de sa vie, élu pas par le peuple, élu par une coalition de maires qui nous fout la merde dans Paris parce qu'elle est entourée de quelques dinosaures communistes, des écolos bien évidemment, quelques socialos et surtout nos amis LGBT, voilà. Donc on est entre les mains de gens comme ça. Et du coup alors, dans les candidats, le candidat de gauche qui a fait le plus gros score là, qui était pas très loin du deuxième tour, donc c'était Mélenchon. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, Mélenchon, c'est un homme excessivement intelligent, excessivement cultivé, mais c'est un Robespierre de supermarché, lui. Attends, lui, il veut couper la tête à tout le monde, mais son programme économique, mais on prend où l'argent, là? Non, mais à la limite, moi, ce qui m'a le plus déçu chez Mélenchon, quand on lit les déclarations qu'il a faites il y a quelques années de ça, où il était, parce que c'est un laïc, d'accord? Quand on lit les déclarations qu'il a faites il y a 2-3 ans sur l'islam et les islamistes, où il était quand même assez dur, à juste titre d'ailleurs, hein, ok, et que maintenant, pour des vues électoralistes, il vient les caresser dans son du poil. Ça, je peux pas admettre ça. Ça, c'est une trahison, ça. Comment est-ce que tu t'informes de manière générale? Qu'est-ce que tu regardes comme médias? Qu'est-ce que tu lis? Moi, je lis le journal, j'ai Valeurs Actuelles, CS News, Le Figaro. La radio, non? La radio, oui, mais certainement pas les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, tout ça? Nine. Je voudrais te demander ton rapport personnel avec les religions, ou la religion en particulier, mais plutôt les religions. Alors moi, je viens d'une famille, du côté de ma mère, catholique, et du côté de mon père, un petit peu teinté de protestantisme, d'accord? Moi, je suis très clair, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux prophètes. Moi, je ne comprends pas. Moi, quand je parle à Dieu, je parle en direct. J'ai besoin de personne. Et pour d'autres raisons philosophiques, j'appartiens à une fraternité qui essaye d'améliorer l'homme par l'homme. Donc moi, ma mission tous les jours en tant qu'être humain, c'est de faire du bien autour de moi quand je peux. Ni au détriment de ma famille, ni au détriment de ma vie sociale. Mais j'essaie de me conduire comme un bon citoyen. Mais donc, pour répondre à ta question, appelle ça comme tu veux, oui, je crois en Dieu. T'as pas de pratique, tu te définis pas comme pratiquant. Ah non. Tu pourrais te définir chrétien ou catholique? Non, pas spécialement. Je suis plutôt protestant, oui. Mais tu vas pas au temple, tu suis pas de rite. Du coup, alors il y a une religion dont on parle plus ces derniers temps, et notamment là, parce qu'on vient de vivre une grande période électorale qui a duré 1 an avec la présidentielle, législative, les élections, l'islam. Qu'est-ce que toi tu penses de cette religion en particulier, puisque c'est celle aujourd'hui dont on parle le plus? Pour moi, que je fréquente, et j'ai des amis musulmans, mais qui sont des musulmans modérés, et d'abord avant tout des musulmans éduqués. Moi, j'ai pas de problème avec les musulmans, mais l'islam, c'est une religion qui est incompatible avec nos lois de la République. C'est incompatible.
Comment on peut accepter dans notre République qu'il y ait des gens qui refusent de serrer la main aux femmes? Voilà mon point de vue. Là aujourd'hui, donc t'estimes qu'avec l'islam, il y a un problème ici. Ah bah oui, moi je pense que de toute façon ça finira très très mal. On va avoir droit à pas maintenant, la Saint-Barthélemy de l'islam et d'autres religions. J'espère me tromper. Mais quand même, quand on fait un petit peu d'histoire, quand on relit un petit peu l'histoire de la création du monde, depuis que le monde est monde, même dans le règne animal, même au temps des hommes des cavernes, le patron, le chef, c'était celui qui avait la plus grosse matraque et qui tapait le plus fort. D'accord ? Justement, un sujet qui a aussi cristallisé pas mal de tensions, dont on a beaucoup parlé pendant la présidentielle. On a un peu abordé le sujet tout à l'heure, le sujet de l'immigration. Comment tu te positionnes par rapport à ce sujet-là ? Moi, ma position, elle est très simple. La France est un pays ouvert aux gens qui veulent y travailler, qui se conforment à nos lois et qui participent à notre outil social. Ils peuvent venir tant qu'ils veulent. Tant qu'ils veulent. Par contre, les gens qui viennent ici pour piller notre système, faire du communautarisme, je dis non. La guerre en Ukraine actuelle, ça a relancé le sujet de l'immigration. Est-ce qu'on accueille ou pas, par exemple, les personnes qui fuient ? Ah oui, ce sont des réfugiés de guerre. Donc oui, et puis en plus de ça, pour être tout à fait clair, ce sont des chrétiens. Donc tu considères que c'est plus facile ? Ah bah bien, attends. L'immigration en France, elle date pas d'hier. On a eu des vagues d'immigrants espagnols, portugais, italiens, polonais, des gens qui sont catholiques. Les Asiatiques qu'on a, eux, ils vivent et on les entend pas. Ok ? Je suis désolé de dire, c'est peut-être pas agréable à dire, quand on fait le constat objectif des problèmes qu'on a, ce sont des arabo-musulmans, des africains musulmans, alors des gens des pays de l'Est aussi, du style Roumanie, etc. Toi, t'es confronté à ça ou pas ? Ah non, heureusement non. Dans l'entreprise où je travaille, là, on a des musulmans au niveau de la direction, qui sont des musulmans totalement intégrés, qui pratiquent la religion qu'ils veulent, on ne le sait pas, et ça se passe très très bien, ce sont des gens éduqués. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je voulais aller sur le sujet un sujet qui n'a absolument rien à voir. Je pose cette question-là. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'en France, le système d'impôt est juste ou plutôt injuste ? Je pense que ce qu'on appelle les très très riches, ils sont suffisamment taxés, je pense. Par contre, il y a des choses qui vont pas dans ce pays. Il y a d'abord les retraités de n'importe quel bord qu'ils soient. Ceux qui perçoivent, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Les schmicards, le peu qu'ils prennent, c'est scandaleux, d'accord ? Okay. Parce que l'État, au lieu de se montrer dispendieux sur des sujets, par exemple, les plots jaunes là, tu sais combien ça coûte ? Les plots jaunes pour les cyclistes, ça coûte 50 € le bout. Sur le quai de Dion-Bouton, il y en a toute une file, il n'y a pas un cycliste qui passe. Ça, c'est de l'argent, notre argent, qui est dépensé de manière dispendieuse. Et ça, ils devraient le redistribuer. Ça, c'est un. Deux, quand même très très important, il y a une fraude, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Il y a une fraude à notre système social et on a l'impression que ça bouge pas. Il y a de l'argent là pour redistribuer, et aux smicards, et aux retraités. Et qu'est-ce qui est fait ? Rien. Et les gens qui viennent ici, qui touchent je sais pas quoi, je dis non, on donne rien aux gens qui contribuent pas. Un autre sujet, la question européenne. Est-ce que tu te sens attaché à l'Europe ? Le seul point positif de l'Europe, c'est la monnaie unique. Tout le reste, ils ont fait la démonstration qu'ils sont incapables de faire appliquer des lois ou des systèmes qui mettent tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y a rien d'uniforme en Europe. D'accord ? Mais alors, le pire, c'est que ces gens-là que moi j'ai pas élus, à Bruxelles, ils se permettent d'intervenir dans la manière dont moi je vis ma France. Ça, je suis contre. S'il y avait un référendum, tu pourrais voter pour le Frexit ? Ah oui, tous les jours. Tu es favorable ? Ah oui, tout à fait. Ce qu'ont fait les Anglais, par exemple absolument. Tiens, il y a un sujet là que je voulais évoquer justement, c'est le sujet de l'héritage. Qu'est-ce que tu en penses ? De toute façon, il y a deux impôts qui, à mon avis, sont des impôts absolument iniques. C'est les droits de succession. Je ne vois pas pourquoi une famille,
le père, la mère, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis de l'argent de côté ou pas, qui ont acheté du terrain, ils ont payé des taxes, ils ont payé, et ils le transmettent à leurs enfants, et les enfants payent, mais à quel titre? Pourquoi? Tiens, un impôt complètement unique, l'impôt foncier. Toi ou moi, ton appartement, tu payes du foncier, pourquoi? Est-ce que tu tires un profit de ton logement principal? Est-ce que je tire du profit et je paye du foncier? Mais non, mais attends, mais c'est le monde à l'envers. Il y a eu le mariage pour tous il y a 10 ans là, qui a été voté par les socialistes. Qu'est-ce que tu en as pensé à l'époque? Mais moi, j'ai rien contre les homosexuels. Mais encore une fois, on peut pratiquer sa vie en toute discrétion, alors que pour des raisons fiscales, ils se marient ou ils se paxent, ça, je trouve ça normal. Il y a aucun sujet là-dessus. Mais encore une fois, comme les musulmans, qui revendiquent des droits, en dehors de ça, je dis non. Est-ce que tu te sens plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir du monde, de manière générale? Non, je suis plutôt optimiste parce que la nature, encore une fois, l'être humain a su faire la démonstration de sa capacité d'adaptation à toutes les situations. Et j'espère qu'il y aura quand même des gens suffisamment évolués, avec un QI suffisamment élevé pour arrêter les conneries là, arrêter l'indigénisme, parce que en fait ces gens-là, ce qu'ils veulent, ils veulent créer un État révolutionnaire. D'abord, ils veulent détruire notre société, et au risque de faire une révolution. C'est-à-dire qu'on se retrouve on se retrouve tous dans la rue. Et ça c'est, j'espère que ça arrivera pas, mais ça pourrait. Je voulais te poser la question sur un mouvement social là, qui a eu lieu ces dernières années, qui a fait beaucoup parler en France, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, alors sur leur droit de manifester et de râler, je suis tout à fait... Ils ont eu raison de le faire. Les revendications Gilets jaunes, oui, je les comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est les débordements, bon, ils sont fait infiltrer aussi par les Black Blocs, là, mais néanmoins... Attends, ce qu'ils ont fait à l'Arc de Triomphe, mais c'est foutre le feu à des bagnoles de flics. Non mais c'est l'anarchie complète là. Mais sur le fond, oui, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais pu participer au mouvement? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est la meute. Moi, je m'associe pas à des gens comme ça. Certainement pas. Est-ce que tu as déjà manifesté dans ta vie? Non. Pardon, si. Et juste après mai 68. Quand il y a eu le défilé aux Champs-Élysées pour De Gaulle. Quand tu as passé notre questionnaire, tu es tombé dans la catégorie qui s'appelle les identitaires. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, identitaire, oui, identitaire. Mon identité, elle est française. Ma religion, même si je la pratique pas, je vais englober, c'est le judéo-christianisme. Je respecte l'ordre, je respecte la loi. Oui, alors je suis identitaire, oui. Bon bah merci Jacques. Tu veux boire un coup? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Comme toi. Tu me dis.